soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped, and battle hardened. He will fight savagely. The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Au lendemain de ces paroles prononcées par le général Eisenhower, plus de 100 000 soldats entassés à bord de bateaux s'apprêtent à débarquer en France. L'une des plus grandes invasions militaires se prépare sur les côtes normandes en ce 6 juin 1944. Persuadée d'un débarquement dans le nord de la France, l'armée allemande est totalement dépassée par l'ampleur de cette attaque à laquelle pourtant elle se prépare depuis 3 ans. 1941. Toute la France est occupée par le régime nazi depuis environ 1 an. Hitler redoute une riposte de grande envergure de la part des Alliés et l'un de ses généraux, von Witzleben, préconise de construire des positions défensives sur tout le littoral. En Normandie, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Caen, se trouve l'embouchure de l'Orne. L'estuaire de ce fleuve est rapidement identifié comme un lieu stratégique en cas d'invasion ennemie. Le haut commandement allemand décide alors de renforcer la région en créant plusieurs sites de défense. Dans les environs, une commune est tout de suite choisie comme place forte idéale pour l'implantation d'un point défensif. Cet endroit se nomme Merville. Merville, c'est une zone à protéger depuis quasiment le XVIIe siècle, avec une embouchure. Donc il y a donc une tour qui est créée, des Vauban, donc avec vraiment une prise de conscience du fait que cette embouchure doit être protégée, notamment c'est l'embouchure de l'Orne qui est visée. En mars 1942, la 716e division d'infanterie allemande arrive en Normandie pour assurer la défense du littoral de l'embouchure de l'Orne. Au sein de cette division, un régiment d'artillerie divisé en 3 groupes disperse et implante ses batteries en arrière de la ligne défensive côtière. La première se trouve à Merville, dont les hauteurs boisées des alentours en font un lieu idéal. Le régiment d'artillerie, comme la division, va se positionner, notamment l'une des batteries va se positionner dans la zone de Merville. Donc dans un premier temps, en fait, c'est une batterie qui se trouve dans des champs, donc avec des canons de 100 mm. Alors souvent, les canons allemands sont des canons de prise
Donc en fait, là, ce sont des canons tchèques qui vont être utilisés. Et donc cette batterie va se positionner dans des champs de pommiers, puisqu'en fait, l'objectif, c'est donc d'être bien en retrait des plages, puisqu'en fait, les canons tirent en indirect. En fait, quand on regarde donc, les préparatifs allemands contre le débarquement, c'est que la batterie de Merville est jugée importante, mais elle n'est pas jugée comme étant fondamentale, contrairement à ce que les Britanniques vont avoir à l'idée. Pourquoi? Puisqu'en fait, très rapidement, les Allemands vont se dire, bon, 100 mm, des canons de 100 mm, ça suffit, parce que notre objectif, c'est non pas d'atteindre les plages, mais c'est de pouvoir sécuriser la zone, donc au niveau de l'embouchure de l'Orne, faire en sorte de sécuriser cette zone, et notamment en pouvant détruire l'écluse qui permet donc d'entrer dans les terres, notamment vers Caen. Et les Allemands se disent, bon, nous, ce qu'il faut, c'est des canons qui permettent de détruire l'écluse, et non pas forcément bombarder les plages. Le 3 avril 1943, le général Wilhelm Richter rentre du front russe et prend le commandement de la 716e. Il établit son état-major dans un bunker souterrain situé au nord de Caen, à l'emplacement de l'actuel mémorial. Il y a quand même une conscience assez forte de la part de le haut état-major allemand du fait qu'il y a un risque fort qu'un débarquement se produise donc, sur les côtes françaises déjà, et puis sur les côtes françaises, notamment en Normandie. Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience, sinon ils ne construiraient pas les bunkers, et notamment ces bunkers de commandement d'une division d'infanterie. On avait peur des Allemands, hein. On craignait. Hein. Et on avait des consignes déjà de ne pas provoquer, on ne se promenait jamais tout seul. Ça, de toute façon, les enfants ne se baladaient pas tout seuls comme maintenant. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on avait peur. On avait surtout peur, c'était quand ils défilaient la nuit. Parce que on n'avait pas de double vitrage aux fenêtres autrefois. Et ils défilaient pour surveiller. Il y avait la défense passive pour surveiller s'il n'y avait pas des petits filets de lumière aux fenêtres. Parce qu'on avait mis des couvertures pour cacher la lumière. Parce qu'en plus des volets qui étaient à claire-voie, ça passait. Parce que ça pouvait être un indice pour des avions. Donc, alors ils défilaient une, deux. Et ce qui nous inquiétait beaucoup, c'est quand ils ralentissaient le pas. Parce qu'on savait plus ou moins que quelquefois, ils sonnaient chez les gens, ils rentraient de force, ils étaient un peu... Bon, il y a des gens qui ont été emmenés comme ça. Mais quelquefois, ils rentraient, mais ils s'exprimaient, puis ils montaient dans les chambres pour voir s'il y avait de la lumière ou pas. Là, on craignait, hein. Mais bon, on a vécu avec. Hein. À Merville, finalement, la décision est prise d'abriter les canons sous d'épaisses casemates bétonnées. Dès le début de l'année 1944, l'armée allemande sous tension s'attend à un débarquement imminent de la part des Alliés. En janvier, après avoir été le superviseur des fortifications du mur de l'Atlantique, le Feldmarschall Rommel prend le commandement du groupe B en charge de la défense du littoral normand et s'empresse une nouvelle fois de faire le tour des défenses côtières. Il va venir à la batterie en mars 1944, hein, donc c'est assez tard hein, par rapport au mois de juin qui arrive, et il va dire non, il va falloir accélérer et donc faire en sorte que les casemates s'accélèrent. Et donc, il va y avoir une accélération des travaux donc de création de ces casemates, on va dire au début 1944 jusqu'au mois de mai, sachant que, bien entendu, les Alliés préparent le débarquement et donc il va y avoir une multitude de bombardements donc, des casemates. Et donc, on construit, on prend des bombes, il faut continuer à construire. En 85, pour la première fois, donc, comme je vous disais, quand j'ai travaillé ici, mon père vient me voir et me dit
Mais c'est bizarre, cet endroit ne m'est pas inconnu. J'ai travaillé, puisque lui, il est né en 23, j'ai travaillé ici pendant la guerre pour construire ces bunkers. J'ai été embauchée par la société Rittmann à Oulgat. Et donc, il faisait le trajet Oulgat, qui est à peu près à une dizaine de kilomètres d'ici, jusqu'à la batterie. Donc, il montait dans les camions et il a fait la construction des bunkers. Alors qu'à Merville, les ouvriers s'attellent à la construction des casemates malgré l'intensification des bombardements, outre-Manche, les forces alliées se préparent à l'offensive. En janvier 1944, le général Eisenhower présente le plan final et les moyens à mettre en œuvre. Afin de protéger les flancs des unités d'infanterie qui débarqueront sur les plages, 3 divisions aéroportées sont utilisées afin d'établir 2 têtes de pont. 2 divisions américaines à l'ouest et la 6e division britannique à l'est au niveau de l'embouchure de l'Orne. C'est au 9e bataillon commandé par le lieutenant-colonel Otway que l'on confie l'objectif Merville. Les parachutistes, c'est une arme qui est relativement récente chez les Alliés de manière générale. Et donc les Britanniques vont mettre un peu plus de temps que d'autres armées à développer cette arme. Ils vont le faire aux alentours des début des années 42, avec un objectif donc de créer des divisions. Alors, dans un premier temps, créer une division aéroportée et ensuite plusieurs. Avec donc une volonté de faire en sorte que les parachutistes soient des volontaires, donc avec un développement du volontariat chez les jeunes britanniques. Et donc assez rapidement, ils vont trouver des volontaires. Well, I was in one of the mill occupations, allegedly taking a apprenticeship, but it wasn't working out quite well. They looked at people like myself as cheap labour. So one day I walked out, went up to a recruiting office in Brighton, and I joined the army. Told my mother, and she didn't look particularly upset. She looked at me and she said, "When do you go?" And I said, "In about 2 or 3 weeks." And she said, "Make sure you tell me when you're leaving, because I'll make up a few sandwiches to take with you." Les parachutistes sont de jeunes hommes qui arrivent donc entre 18 et 20 ans. I'm Philip Ward, and I lived in Norfolk in a very rural area, yes. And I was training as an apprentice carpenter. And as an apprentice, I could not legally volunteer. So I had to wait till I was 18. And at 18 years, I was conscripted into the army. I went to a primary training centre in Beverley in Yorkshire, yes. 6 weeks, and for some reason which I never knew, I was transferred to the Cheshire Regiment, which is one of 4 regiments which had survived from World War I, and only had the Vickers machine gun, a whole regiment. So I special. But the reason to do it was I went to a 12th ITC Infantry Training Centre at Canterbury, and what I saw there shook me, because they were still looking at the situation as regards 1914-18 strategy. So we were charging at Sandfield things and putting up barbed wire and that sort of thing, and I realised at once it wasn't the sort of thing for me. I needed a regiment
in which everybody wanted to be there. That's the key. And I think in a parachute unit, you get the kind of training that is necessary for that kind of situation. Le bataillon en tant que tel, c'est 550 hommes auxquels vont être ajoutés donc, le 1er bataillon canadien aéroporté, donc 150 hommes. Donc, grosso modo, l'objectif doit être pris par entre 700 et 750 selon les sources, 750 hommes qui doivent donc arriver sur la batterie, et donc la neutraliser et faire en sorte de sécuriser cette batterie le plus possible pour ensuite pouvoir partir donc, sur la zone de protection et donc quitter de manière convenable la zone. Au moment de l'élaboration de ce plan d'assaut, les Alliés prévoient également une alternative de secours en cas d'échec du 9e bataillon. En effet, si l'état-major n'est pas prévenu avant 5h15 du matin de la réussite de la mission, un bombardement naval est prévu sur la batterie depuis le HMS Arethusa. Les parachutistes vont être informés de leur rôle, notamment la 6e division aéroportée, au mois d'avril. Donc au mois d'avril 1944, donc quelques mois avant le débarquement, donc qui doit se dérouler au mois de juin. Donc dans un premier temps le 4 juin. Ils vont recevoir donc leurs objectifs. Et le lieutenant-colonel Otway donc participe à une réunion d'état-major de la 6e division aéroportée. Et le général Gale l'informe du fait qu'il va avoir cet objectif prioritaire de prendre la batterie de Merville. Colonel Otway had no sense of humour whatever, right? But when it came to leadership, led from the front, and what more can you say? He gave the order for the attack, despite the fact he had under 150 men, which seemed almost unbelievable, really. Look at the casements and the surrounding areas. And I think that in my stock, he went up, well up. Le colonel, on avait plutôt tendance à baisser les yeux quand on le voyait. Je ne sais pas comment c'était en 1944, mais franchement, dès que je l'ai vu pour la première fois, je crois que c'était en 1987, un homme impressionnant, un regard, mais alors qui vous perce vraiment l'âme. Et je me dis, c'est cet homme-là quand même qui a emmené l'attaque. J'avais un profond respect pour lui. Et même au moment des défilés ou des choses comme ça, moi j'ai vu des vétérans me dire « Pascaline, je suis en fauteuil, je ne sais pas si je vais pouvoir marcher ». Et je lui ai fait « Ok, d'accord, il n'y a pas de souci ». Et là, le colonel arrivait. Et pour qui, pourquoi, on ne saura jamais. Et là, on avait un vétéran qui se levait, donnez-moi une canne, et y allait de force. Et le salut devant le colonel, c'était quelque chose de... Et là, c'était un silence total. Ils avaient autant une confiance en leur colonel en 1944 qu'à l'heure d'aujourd'hui. Sa mission étant révélée, le colonel Otway va mettre en place une stratégie d'entraînement bien particulière avec son bataillon. When I was given the task of capturing the Merville Battery early in 1944, I realized it was going to be a very complicated operation and a very tough one. We were jumping over the Atlantic Wall in order to land outside another fortress. And we were going to drop and move up to the attack at night. So I determined that every single man, from the most senior officer down to the youngest and junior private, must know exactly what he and everybody else was doing. With the use of air photographs and models, I decided to construct a replica of the battery over ground as similar as possible to what we could see on the air photographs. And the staff found a place at Inkpen in Berkshire, where there's an 800-foot hill
so that we could use live ammunition. With the help of the Royal Engineers, we constructed the approach as near as possible. That is to say, if there was a ditch on the photograph, it wasn't in Berkshire, we made the ditch. If there was a stile, we made the stile. And we rehearsed that operation 9 times. And then when we went into the transit camp, where we were there for 10 days, locked up inside before we took off, they went through the whole thing again on models and aircraft. I had just finished my parachute training and was in a holding unit, and I was posted to 9th Para Battalion. When I got there, nobody there. I said, where is everybody? And they said, oh, they're away on a training. They were in the transit camp. They were already in the transit camp. The reason, in hindsight, I think I was pointed to 9th Para because of the very difficult job they had at the battery. We was reserves ready to take the place of the casualties here. I've always thought that, but I have no proof. I think that was why I was particularly posted to 9th Battalion, because of the battery attack. I think they anticipated casualties. Yes, because it was a secret on it. Oh yes. Absolutely secret. Pendant 3 mois, les hommes du 9e bataillon vont s'entraîner jour et nuit, sans relâche, jusqu'à connaître par cœur leur rôle pendant l'attaque. Bien informés des moindres détails techniques sur leur opération, les parachutistes n'apprendront qu'au dernier moment que c'est à Merville qu'ils entreront en action pour la première fois. Eux, de toute façon, les soldats, ils ne savent pas, et ça c'est de manière générale, c'est pas uniquement les parachutistes, tous ceux qui vont participer, tous les soldats alliés qui vont participer au débarquement, en fait, on leur donne le minimum d'informations. Pourquoi ? Pour pas donner une information sur l'endroit où va se dérouler le débarquement. Si on reprend les parachutistes du 9e bataillon, eux, ce qu'ils savent simplement, c'est que ils ont une batterie à prendre qui ressemble beaucoup à celle qui a été construite de l'autre côté, de la Manche. Par contre, ils ne connaissent pas l'endroit, ils ne connaissent pas le nom du village. Et donc, pour eux, c'est une batterie qui se trouve dans des vergers, à proximité de la mer. Et donc, pour eux, bien entendu, oui, on leur donne pas le nom de la ville, on leur dit pas que c'est en France, on leur dit pas que c'est en Normandie. Parce qu'on craint que le renseignement allemand puisse recouper les informations et trouver le site et l'endroit où se déroulera le débarquement. Parce que, bien entendu, si les Allemands sont préparés, ils auront un comité d'accueil qui sera différent que s'ils ne le sont pas. I was concerned about security, because obviously if there had been any breach, it would have been disastrous. So I asked if I could have 12 RAFs, Women's Royal Air Force, in civilian clothes, glamorous, beautiful, attractive girls. And I gave the battalion 24 hours leave to go into Newbury and sent these girls in there. And I told them before they went that they could use any means at all at their disposal to try and get the troops to tell them something about what was going on. And I left the any means to their decision. The result was, whatever means they used or did not use, they didn't get any single thing out of the troops. I never inquired what means they used. Les hommes sont prêts, entraînés et motivés. Ils sont à la veille de la plus grande invasion militaire et s'apprêtent à écrire l'histoire. Malheureusement, la décision est prise de repousser le débarquement de 24 heures à cause de la météo exécrable. Il sera donc prévu le 6 juin. Certains me racontent qu'il ne fallait pas penser, parce qu'il ne fallait pas avoir peur. Il se dit, déjà, on va dans une terre inconnue, on a 19 ans, on va libérer un pays qu'on ne connaît pas, on laisse nos familles, nos mères, nos frères, nos sœurs. Et Gordon disait tout le temps, même au moment de l'attaque, où tu avais de la chance ou tu n'en avais pas. C'est pas une question d'être héroïque ou de dire, moi je m'en suis sorti parce que j'étais meilleur que lui. Non, c'était une question de chance. Où tu avais de la chance ou tu n'en avais pas. Tu étais là, ils étaient tous pareils, ils étaient tous égaux devant la mort. Et ils avaient une chance sur deux. Ou alors ils s'en sortaient, ou alors ils y restaient. Et ils disaient, on chantait, on buvait un petit coup, c'est vrai,
Et tout ça pour se dire, on n'a pas le droit d'avoir peur. Et au moment de l'attaque, après, certains me disaient on n'avait pas le droit de décevoir notre bataillon, notre famille. On devait être fiers de ce qu'on était en train de faire. Voilà. Le 5 juin au soir, les hommes se préparent à monter à bord de leurs avions direction la Normandie. Les premiers qui vont être mis en œuvre, ce sont les Pathfinders, donc les éclaireurs, qui doivent reconnaître les différentes zones de largage, notamment celle du 9e bataillon, et donc doivent protéger les sites de largage pour faire en sorte que les troupes aéroportées ne soient pas empêchées et n'aient pas trop de pertes au moment de l'atterrissage. Et donc ces Pathfinders vont partir dans un premier temps, donc, vont décoller donc, aux alentours de 22 heures, hein, donc, vont décoller. Et puis vont être suivis par les parachutistes en tant que tels, notamment le 9e bataillon. Le 9e bataillon a sauté dans la zone V, et qui est une zone qui normalement aurait dû être délimitée avec les batteries Eureka, Rebecca, qui permettaient d'envoyer des signaux aux avions et donc aux pilotes, qui eux-mêmes, eh bien, selon ces signaux, ils se rendaient compte s'ils approchaient de la zone V, la dropping zone, ou s'ils étaient à côté. Et en fait, il y a eu un énorme problème, c'est que les éclaireurs anglais, qui étaient chargés de positionner ces balises, n'ont pas fait leur travail comme ils voulaient. Ils ont été largués au mauvais endroit. Souvent, les balises ont été choquées, hein, c'était à lampe. Donc, il ne fallait pas grand-chose pour que les lampes se cassent. Et évidemment, c'est out. Malgré de sérieux problèmes rencontrés dès leurs atterrissages, les groupes d'éclaireurs britanniques doivent rapidement trouver une solution pour baliser la zone, car le gros du bataillon arrive. De plus, Rommel a donné l'ordre d'inonder toute la zone de la Dive, en créant ainsi des marécages qui pourraient être fatals pour les parachutistes. Avec autant de difficultés, le parachutage du 9e bataillon allait bientôt tourner au cauchemar. Well, I stood in the door of my aircraft before we crossed the coast, and it was bright enough for me to see down below. We went out over the Solent, the Isle of Wight, and the place was absolutely full of ships. And then I looked up in the air, and it was full of aircraft. Aircraft all over the place. Well, the plane taxied down the runway, and off we went. And it didn't seem long before the word was passed around 20 minutes to go. Then all of a sudden, we were approaching the coast of France. And suddenly, all hell was let loose. When I jumped, I had the clear impression that a shell had exploded near the tail of the aircraft, because I didn't really jump, I was thrown out of the aircraft, thank goodness, because the position was taken away from me. There were insect bullets coming up at me and actually going through my chute, which was rather disturbing. In fact, I was bloody angry about it, and I've been quoted as being, I think somebody quoted it as, apparently I said it was bloody impertinence or something. Donc il y a eu beaucoup de problèmes sur cette zone-là, et en fait, seuls 17 avions sur 71 ont largué vraiment sur la bonne zone. Les autres, ça représente 600 parachutistes qui ont été largués à droite, à gauche, à 15 km du point de chute, qui sont tombés dans les marais, etc., etc. Donc évidemment, avec le poids qu'ils avaient, ils avaient peu de chance de s'en sortir, et certains se sont noyés dans 1 mètre d'eau. Hein. Je veux dire, mais il faut voir le parachute, les conditions, les Allemands qui tirent la nuit. L'enfer. Once they got into that water, there was a space of sucking mud, because I was wading through it myself, and I know that. They hadn't got a hope in hell of getting out. They couldn't pull themselves out.
Another man and myself tried, when we were crossing there, to get 2 or 3 of them out. It was horrible. We couldn't get them out. And they drowned in front of us. Quand l'unité arrive au sol, elle est totalement dispersée. Des parachutistes vont arriver dans des zones qui ont été complètement inondées. Et vraiment, ce qui caractérise totalement le largage, c'est vraiment la dispersion et le chaos. Et donc, aux zones de rassemblement, finalement, n'apparaissent que très peu de parachutistes. Le 9e bataillon, donc 750 hommes, qui normalement avait un point de ralliement unique pour ensuite marcher ensemble vers la batterie. En fait, le point de ralliement, au départ, c'est quelques hommes simplement. Et puis, au moment où donc le lieutenant-colonel Otway lui-même va connaître des difficultés pour pouvoir rejoindre le point de ralliement, quand il rejoint le point de ralliement, il n'y a que 150 hommes identifiés. I was absolutely shattered. 100 all ranks out of 700 that we'd taken off with. And we were due to move off according to orders at 2 in the morning. But I hadn't told anybody, but I'd kept a reserve of 15 minutes up my sleeve, so to speak. So I waited those 15 minutes, and another 50 men came in, and that was it. That was all I had, 150 all ranks. And I had 20 Bangor torpedoes out of 60, 1 radio set which didn't work, and I later discovered I had no mine detectors, no tapes, and I had 1 Vickers machine gun out of 6. I had no mortars. In fact, I had really damn all, except a good some men. Il est environ 4 heures du matin et du côté de la batterie, tout est calme. Le lieutenant Steiner se trouve dans son bunker de commandement sur la plage de Merville et c'est le sergent Buscott qui est chargé de la surveillance de la batterie. Rien d'anormal à l'horizon, jusqu'au moment où un planeur surgit et s'écrase dans l'enceinte même de la batterie. Buscott s'empresse de prévenir son commandant Steiner, qui contacte immédiatement le général Richter en poste à Caen, qui finit par le persuader de retourner se coucher, car il s'agit probablement que d'un planeur abattu par la flak. À la batterie, les soldats anglais sont rapidement neutralisés et les Allemands retournent à leurs activités ordonnées par le général Richter. À quelques kilomètres de là, la colonne du 9e bataillon arrive à son point de ralliement et le colonel Otway réorganise ses troupes. L'assaut de la batterie est imminent. Alors, il est 4 heures du matin quand réellement le 9e bataillon, enfin ce qu'il en reste, puisqu'on parle du 9e bataillon, mais c'est plus du tout un bataillon. 150 soldats, c'est plus vraiment grand-chose. Donc ils arrivent donc à proximité de la batterie à 4 heures du matin et donc le plan a été mis en place. Ils sont rejoints, donc les 150 sont rejoints par des groupes, puisque les groupes, ils sont dans l'obscurité, ils sont perdus, donc il y a des soldats qui ne sont pas du 9e bataillon qui vont rejoindre, et donc on essaie de regrouper le maximum de forces et puis de mettre en avant ce qui finalement va permettre la prise de la batterie. Donc un plan est échafaudé, donc Otway distingue, créer 4 groupes. Donc c'est le major Parry qui va devoir commander l'assaut. Le plan, grosso modo, doit ressembler à celui qui était prévu, mais avec nettement moins de moyens. Et puis également, dans l'assaut initial, était prévu qu'au moment où l'assaut était lancé, des planeurs devaient tomber sur la batterie, et donc au milieu de la batterie devaient arriver les planeurs, et donc des parachutistes britanniques devaient se trouver au cœur de la batterie, donc pour mettre encore plus de confusion vis-à-vis des défenseurs. And we, personally, people I was with, we identified the target, and as the glider released from his choke and started to descend very gradually, at that moment we should have seen big flares come up and illuminate the battery. There was nothing. The tow rope had been jettisoned
glider came down. It just skimmed over the heads of the people that were attacking the battery, and we smashed into a copse. And coming up to that copse was a large German patrol that was going to attack our people. They were already attacking the battery. Les défenseurs, eux, alors, ont pris des bombardements. Ils ont quand même pris beaucoup de bombardements aériens. Il y a eu des tirs de batterie navale quand même qui sont arrivés. Et donc quand l'assaut est lancé, donc en fait l'assaut est lancé par la destruction des premiers barbelés. Ils sont pris quand même au dépourvu. Surtout, il faut se remettre dans le contexte. C'est l'obscurité. Donc l'aube n'est pas encore là, et donc c'est l'obscurité. Donc il y a des tirs. Les soldats britanniques, les parachutistes, comme je disais tout à l'heure, n'ont qu'une mitrailleuse lourde pour les protéger. Sur le périmètre défensif de la batterie, il y a beaucoup de mitrailleuses allemandes, donc les MG42. Et donc il va y avoir un tir d'enfer. I gave the order to go in. I shouted, in fact, get in, get in. And they went in, yelling their heads off. I was shouting, bastards, 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 and zigzagging down, and the ground was uneven, which might save your life. On my left, I momentarily heard shouts of mines, 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 and explosions. The first men to go in that hit the apron fence, which is a barbed wire fence made like that, fell down on their face on top of it, and the others used them as a bridge going over, and then they got up and followed them. L'effet de surprise va tout de même jouer, la confusion va jouer, et donc les parachutistes arrivent à proximité des casemates et vont réussir. Donc il y a des combats au corps à corps, c'est vraiment le chaos. Donc on a beaucoup de témoignages, mais en fait très variés, puisque la personne qui voit, il voit simplement face à lui, il n'a pas de vue d'ensemble, il est en train de se faire tirer dessus, il tire dessus. Ils vont parvenir donc aux casemates, sauf que les casemates, elles sont bloquées. Parce qu'en fait, les soldats allemands, ils s'enferment. Ils ont des difficultés à pouvoir franchir les portes de protection. Finalement, ils arrivent, pour certaines casemates, à entrer dans les casemates, sauf que ils sont face au canon, mais ils n'ont aucun matériel, notamment les explosifs, ils n'en ont plus. Donc comment détruire un canon quand on n'a rien du tout? Ils vont essayer donc de mettre des grenades, ils vont essayer d'endommager les canons. Pour revenir à cette histoire, donc l'attaque a duré 20 minutes. Ce qui a été beau dans cette histoire, la seule chose vraiment, c'est qu'on avait un toubib allemand qui était là. Et lui, le toubib a dit « Ne vous inquiétez pas, je soignerai aussi bien les soldats britanniques que les soldats allemands. » Et ce qui a été vrai, parce que longtemps après, on a eu un vétéran qui est revenu, qui est décédé malheureusement maintenant, et qui a dit « Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à ce toubib allemand. »
Et donc les soldats britanniques, enfin les parachutistes britanniques se disent, bon, voilà, on a réussi notre mission, on a neutralisé la batterie. Vu le nombre que l'on est, on ne va pas pouvoir rester sur le site. Puis on a d'autres objectifs. Il faut impérativement qu'on se replie, d'autant plus qu'ils n'ont pas réussi à prendre contact avec le croiseur Arethusa qui s'il ne reçoit pas l'ordre de ne pas tirer, va tirer. Donc là, il est 4h30, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Ils se disent, bon, il faut quand même, Otway dit, il va falloir qu'on se replie, il faut qu'on ressorte du périmètre, parce qu'on ne va pas pouvoir le défendre s'il y a une contre-attaque, et puis on risque de se faire bombarder par l'Arethusa, donc replions-nous. Donc ils vont se replier dans une zone qui se trouve à moins d'1 kilomètre, et là, ils comptent leurs pertes. Et là, sur les 150, il y a vraiment beaucoup de pertes. Il ne reste plus qu'une cinquantaine de soldats valides. We'd gone in with 150, we came out with 75 on our feet only. The remainder were dead or wounded. Au petit matin du 6 juin, les hommes du 9e bataillon avaient réussi leur mission. Des milliers de soldats américains, anglais, canadiens et français ont pu débarquer sur les plages normandes et aucun des 4 canons de la batterie de Merville n'a ouvert le feu. La libération de la France venait de commencer. Mais il y avait des choses comme ça qui nous ont marqués un petit peu. Et puis alors le jour du 6 juin, c'était mon anniversaire. Parce que j'étais née un 6 juin justement. Mais je ne me rappelle pas, on n'a pas dû avoir le temps de me fêter mon anniversaire. Et j'avais 9 ans à ce moment-là, ce jour-là. Et on était toujours dans le jardin, plus ou moins avec papa. On avait un grand jardin avec des grands arbres. Et il nous dit, il revient à la maison, puis il dit à maman, il se passe quelque chose, j'entends le canon. On entend le canon, je ne sais pas où c'est. Et il y a sûrement du nouveau, bon. Et puis, ça en est resté de là. Il est allé se renseigner, je ne sais pas où. Et quand il est revenu, il a dit, oui, ça y est, le débarquement a eu lieu sur la côte normande. L'attaque a duré 20 minutes, une attaque sanglante. Sid Capone, qui était un de mes vétérans, qui était aussi le vétéran de mon fils, a dit comme ça, je suis désolée, il a dit comme ça, c'est vrai que lui il a attaqué la casemate 11 et il a dit, Pascaline, j'avais que mon poignard. Et il a égorgé 2 Allemands. Le dernier, il l'a empoigné et il a dit, il avait le même âge que moi. C'était vraiment un homme, mais il dit tous les soirs, je pense à ce jeune Allemand qui avait le même âge que moi. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on faisait là, tous les deux? Oui, je sais pas. Puis les papis tellement gentils. Monsieur, là, le premier qui était assis, il me dit, mais Gérard, il me dit, je suis arrivé à la porte, il y avait tellement de fumée qu'en fait, il ne voyait même pas les boutons rouges et verts, là. Vous voyez le bouton rouge, le bouton vert? Parce qu'il y avait des obus, la porte était ouverte, ils volaient la porte ouverte. Donc, évidemment, les obus, ça fait de la fumée, etc. Ça montait, ils volaient à 300 mètres. 300 mètres, c'est la hauteur de la Tour Eiffel. Et il disait, il y avait de la fumée qui rentrait dans l'avion. Il dit, mais c'est pas croyable. Ils avaient pas vraiment conscience du peu de nombre qu'ils étaient. Et comme il le disait, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on était là pour ça. Donc on devait y aller. On n'avait pas le droit de réfléchir quand c'est comme ça. Vous devez y aller. Vous avez une mission, vous devez l'accomplir. Vous êtes soldat. Donc ils savaient très bien. Pour eux, ils se regardaient en disant peut-être qu'on ne se reverra pas tout à l'heure, quoi. Pour les projets et l'avenir du site, et ce que j'aimerais retransmettre aux jeunes générations, c'est ne jamais oublier le devoir de mémoire, que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes de 19 ans qui ont donné leur vie pour que nous, on puisse être là aujourd'hui. Il faut, parce que la vie actuellement est une période où
On a tendance justement à vivre beaucoup plus loin avec les ordinateurs, avec tout ça. On a des contacts du monde entier. Mais je trouve que la mémoire, c'est bien plus important. Et de savoir pourquoi, en fait, on est encore en vie, parce qu'il y en a quand même qui ont risqué leur vie. Hein. Tout ça, on ne pourra jamais, comment dire, on les écoute, mais pour se projeter, pour essayer d'assimiler ce qu'ils ont pu eux-mêmes sentir ou subir, hein, on ne peut pas. Il y a des événements, si on ne les a pas vécus, on ne peut pas les comprendre tous. Voilà. Alors ici, bah oui, bah c'est ma deuxième maison. 75 ans plus tard, le site de la batterie de Merville accueille de plus en plus de personnes venant témoigner leur respect et gratitude envers les héros qui ont combattu avec courage et détermination. Les derniers hommes du colonel Otway, Thomas Hughes, Cyril Tasker, Phil Ward et Frederick Glover reviennent chaque année rendre hommage à leurs frères d'armes. Well, I've been coming here for 25 years now, as you know, and I think we've sort of really grown up with the family of Merville, you know what I mean? Yes. They've been with us all the time, and we've seen little ones grow up too, you know. Such as Gaëtan, for example. And to us, it's a main thing. That's why I come here. I believe that we need to continue these things and progress on and teach people, the young, what freedom is. And, you know, I think that's, once people grasp what freedom is, that is the answer to the whole thing. When you see people responding the way that they do, it's heartwarming. It really is. We're always made so welcome. I always come over and say, take your choice. It's either evil or freedom. What do you want? It's so many times we come here, and also I have been to Arnhem with the 1st Battalion went, and Dutch people who have no English will say, we tell the children, and give you the baby at home. I found this a bit emotional, but it's important to remember. Oui, vraiment, Terence, vous aviez raison. Vous aviez là une sacrée poignée d'hommes. Des hommes que nous avons eu l'honneur, l'avantage, le privilège même de connaître. Et comment ai-je pu vous dire à tous, il y a quelques instants, qu'ils n'étaient pas revenus à la batterie. Puisqu'en cet instant, ils sont tous là. Tous, entendez-moi bien, sont ceux dont le corps broyé n'a jamais été retrouvé et qui ont la terre de la batterie aux dernières sépultures. Ceux dont les cendres, selon leur dernière volonté, ont été répandues ici auprès de leurs frères d'armes. Ceux pour lesquels un arbre a été planté dans ce jardin du souvenir derrière vous, chaque année plus boisé. Ceux dont les faits d'armes sont racontés ici, dans ce lieu, dont chacun mesure bien qu'il s'agit plus que d'un simple musée. Ceux que nous évoquons aujourd'hui et qui sont dans nos pensées. La vraie mort, c'est l'oubli. Et cela n'arrivera pas. Parce que nous sommes nombreux ici et qu'en accueillant nos vétérans, en écoutant leurs propos, nous sommes devenus dépositaires de leur mémoire.
nous sommes tous des porteurs de relais. Ce que nous avons reçu, nous devons le transmettre pour que dans bien longtemps, chaque mois de juin, habitants, visiteurs, enfants des écoles se retrouvent ici autour de cette stèle et que l'on parle encore et encore de Sid, de Terence, de Bill, d'Alan, de Gordon et de leurs compagnons d'armes qui, à 20 ans, ont laissé leur vie ou leur jeunesse dans ce coin de Normandie, afin que nul n'oublie. Thank you.